Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'affaire du riz en plastique ébranle le groupement interpatronal du Cameroun. L'entreprise Africa Food Distribution accuse le JICAM de silence coupable depuis le lancement de la campagne de sabotage contre ses produits. Le patronat s'en défend et dit n'avoir jamais été saisi dans une quelconque affaire. La guerre des correspondances bat son plein. Cependant, vous le verrez dans ce 19h50. Et au tribunal, une autre affaire, Sisikou Ayoktabe et compagnie. Les accusés signent et persistent qu'ils ne sont pas des Camerounais. Devant le tribunal militaire en ce moment même à Yaoundé, les débats préliminaires se poursuivent entre la cour et les avocats. Les derniers détails de ce procès à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également ce soir, la suite de notre dossier sur l'incivisme des populations à Douala. Zoom ce soir sur les ordures ménagères qui jonchent les rues de nombreux quartiers de la ville, entre populations parfois responsables qui s'en plaignent et les autorités qui se battent à trouver une solution. Adjama Ramou nous dira que le phénomène demeure une équation difficile à résoudre. Et puis sport, football, alors que le championnat d'élite camerounais débute dans quelques semaines, nous ouvrons une série ce soir autour des préparatifs des clubs. Arrêt aujourd'hui au sein de l'équipe New Star de Douala qui a la particularité d'être également engagée en Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Nous vous le disions en titre, nouveau rebondissement dans l'affaire du riz Broly. L'entreprise Africa Food Distribution des marques Armenti et Broly quitte le JICAM. Elle accuse le groupement interpatronal du Cameroun de silence complice après les campagnes de sabotage lancées contre leurs produits dans les réseaux sociaux. Le JICAM réagit en précisant qu'elle n'a jamais été saisie pour un quelconque dossier, mais reste ouvert au dialogue pour trouver une solution à ce problème. Lil Piedjou, Giovanni Temdier et Linda Tegeb. Africa Food Manufacture n'est plus membre du JICAM. L'entreprise distributrice des marques Broly et Armenti, dans un communiqué rendu public il y a quelques jours, signé de son administrateur général, justifie cette résiliation par le silence aussi complice que coupable du JICAM après plusieurs campagnes de diffamation et de manipulation orchestrées par un acteur mauvais perdant depuis quelques mois. Silence qui a fini par convaincre l'entreprise de ce que les intérêts au sein du JICAM n'étaient plus liés et par ricochet, celui des 600 emplois directs créés. En face, la réaction du JICAM ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué signé de son secrétaire exécutif Alain Blaise Batonguet, le JICAM prend acte avec regret de cette décision aussi subite qu'incompréhensible de résiliation d'adhésion au JICAM et précise que le groupement interpatronal du Cameroun n'a nullement été saisi d'une quelconque demande d'intervention de la part de l'entreprise Africa Food Manufacture sur un dossier. Et rappelle que par le passé, une suite a toujours été donnée aux requêtes de Africa Food Manufacture en citant quelques exemples. Le JICAM considère que c'est un malentendu. Elle a besoin de tous ses membres pour évoluer en rang serré vers l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. C'est une affaire à suivre. Une autre affaire à suivre à Kribi, une grève des conducteurs de mototaxi qui paralyse la ville ce jeudi matin. Le mot d'ordre de débrayage a été lancé hier par des mototaximens. Ils contestent une campagne de contrôle jugée, selon eux, répressif à leur endroit. Campagne initiée cependant par les autorités de la ville qui consiste à exiger à tous les conducteurs de mototaxi de présenter leurs pièces. Lil Piedjou, une fois de plus, et Moussa Tako. Ils se sont déversés partout dans les rues de Kribi ce jeudi matin. Gendarmes et policiers en grand nombre ont pris d'assaut les grands carrefours. À première vue, on dirait un coup d'État en préparation. Que non, ces gendarmes et policiers traquent tout simplement les conducteurs de moto sans aucune pièce exigée pour l'exercice de ce métier dans la cité balnéaire Kribi. Ce jeudi, la moisson était maigre. Le mot d'ordre de grève lancé la veille par ces conducteurs d'engins à 2 roues a été respecté. Un tour dans la ville, seuls quelques motos circulent. Les usagers sont contraints à la marche à pied, surtout que dans cette partie du pays, seuls les motos assurent le transport urbain. On est obligé de marcher à pied pour se déplacer.
Parce qu'on ne peut pas vivre sans faire les papiers. Le problème, la seule solution, c'est de négocier. On ne peut pas contredire l'État. Dans une ville qui n'y a pas de taxi, on ne doit pas être puni de cette façon. Selon ces jeunes, les pièces exigées sont coûteuses. Y ajouter une campagne de contrôle répressif, c'est les conduire au suicide. D'où cette précision du préfet de l'Océan. Nous sommes dit qu'il y a un temps pour toute chose et qu'en début d'année comme celle-ci, nous devions commencer dans le cadre du civisme, tel qu'on voudrait répandre ça dans les enseignements primaires et partout. Voilà une tranche de la population qui représente les mototaximaires, qui parfois tous ne connaissent pas les règles qui font d'un État. Le 25 décembre dernier, un conducteur de moto-taxi a été atteint par balle par un gendarme. Le préfet a reçu un projectile. Ces deux faits divers ont amené l'autorité administrative à ouvrir les yeux sur l'activité de moto-taxi et surtout à sortir ces derniers du maquis. 2600 tonnes, pas moins, de dioxyde de carbone, c'est la quantité de gaz qui sera réduite à l'aéroport international de Douala grâce à sa centrale photovoltaïque, une énergie verte qui vise à protéger l'environnement et pousse les résolutions du sommet de la COP21. Figurant parmi les 3 pays africains disposant de cette option énergétique, le Cameroun compte l'étendre dans tous ses aéroports internationaux. Douala, qui en est le point pilote, a été inauguré ce jour. Monique Naosi-Fosso et Stéphane Bidagui étaient. Ces 3600 panneaux solaires photovoltaïques à l'aéroport international de Douala ont la capacité de réduire de 2600 tonnes de dioxyde de carbone par an. Gérés de façon autonome, pas moins de 14 vols par jour grâce aux énergies propres. Lorsqu'un avion arrive désormais sur l'aéroport de Douala avec ce système, il arrête ses groupes interne qu'on appelle APU et il sera alimenté par l'énergie produite par les panneaux solaires que nous venons de réceptionner. Le deuxième bénéfice, c'est que désormais, durant toute la journée, l'aéroport de Douala sera, si tous les tests techniques sont concluants, alimenté par ce système de panneaux solaires. Ce champ photovoltaïque inauguré ce jeudi par le ministre des Transports Enes Galebibé fait de l'aéroport international de Douala le 3e en Afrique à disposer d'une centrale solaire. Les précédents étant l'aéroport de George en Afrique du Sud et Mombasa au Kenya. Étendu sur 1,4 hectare d'espace aéroportuaire avec une capacité d'1,25 MW, cette centrale solaire est une politique de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui veut protéger l'environnement du dioxyde de carbone dans le domaine de l'aviation civile. Avec l'aviation civile, l'OACI opte pour l'énergie pure, qui protège à la fois les avions et l'environnement dans lequel ces avions se déploient. Alors, ça peut aussi s'étendre aux autres entreprises et lieux d'habitation. Le même projet prévu dans les aéroports internationaux de Yaoundé, Maroua et Garoua, Douala étant la plateforme solaire pilote. C'est l'occasion pour moi ce jour de dire et de saluer avec force la parfaite coopération entre le Cameroun et l'Union européenne, d'une part, mais également entre notre pays et l'OACI. Cette centrale, conjointement financée à hauteur de 220 millions d'euros par l'OACI et l'Union européenne, a selon les experts une capacité d'alimenter au moins 10 000 maisons d'habitation. De l'aéroport au port, rencontre bilatérale entre les administrations douanières du Cameroun et du Tchad, le pays d'Idriss Déby Itno étant le principal client des ports du Cameroun dans l'Interland de la sous-région, a formulé des attentes ce jour allant dans le sens de la sécurisation de leur cargaison et transit au Cameroun et surtout de la célérité dans les délais de passage. Les douanes camerounaises apportent des réponses avec le logiciel Nexus Plus. Monique Naosi-Fosso une fois de plus et Stéphane Binac. Réduire à sa plus simple expression les tracasseries douanières et arnaques de tout genre sur le corridor Douala-N'Djamena, souci majeur des transporteurs de ce corridor. Et aujourd'hui, les difficultés ne se posent pas seulement au niveau de la douane en matière de transit. Les difficultés se posent aussi au niveau des barrières routières, c'est-à-dire la police, gendarmerie et consorts.
À l'ouverture de la rencontre bilatérale entre les administrations douanières du Cameroun et du Tchad, le patron des douanes tchadiennes, le colonel Ousmane Adam Diki, formule des attentes sur l'acheminement des cargaisons partant du Cameroun pour le Tchad. Sécuriser tous les marchandises qui arrivent au port de Douala à destination du Tchad et pour avoir en temps réel les manifestes électroniques et pour améliorer en plus les recettes de notre douane tchadienne. Pour sécuriser les cargaisons en transit au Cameroun, les douanes camerounaises ont mis en application le logiciel Nexus Plus depuis 2009. Nous avons aussi donné la possibilité à la douane tchadienne de se connecter à notre outil de suivi par géolocalisation des marchandises au Nexus. Donc il y a les douaniers tchadiens qui ont la possibilité, n'est-ce pas, de se connecter à Nexus pour obtenir les informations sur le flux de marchandises qui quittent le Cameroun, qui arrivent par le port de Douala, même par le port de Kribi, et à destination du Tchad. Dans le pays de l'Interland, le Tchad a le volume le plus important de marchandises qui transitent par le Cameroun. Il y a donc nécessité de s'améliorer pour rester compétitif, car le Congo représente un concurrent face au Cameroun. En politique, à présent, entre indices de perception et évaluations diverses de son application, la démocratie en Afrique fait l'objet chaque année de plusieurs études. Et pour l'année 2018, l'Economist Intelligence Unit a rendu public son classement sur la question, un classement dominé par la Norvège et qui voit le Cameroun pointer au 132e rang mondial. Patrick Christian Dabon nous fait l'économie de ce classement qui présente les 50 pays du continent les plus démocratiques. Selon l'Economist Intelligence Unit, le classement 2018 des démocraties en Afrique connaît une relative amélioration sur le plan de la perception globale de son indice. Le classement du groupe britannique fondé en 1946 et qui s'investit sur la question depuis 2006 scrute la vitalité de la démocratie dans 167 pays du monde. Les pays scandinaves se présentent comme les meilleurs élèves de la classe, avec la Norvège comme tête de file. Le classement rend également compte de la situation sur le continent qui globalement affiche une amélioration de 0,1 point, bien qu'en dessous des 5,48 de moyenne mondiale. Le Cameroun dans ce classement arrive à la 132e position, pointant au 36e rang sur la cinquantaine de pays répertoriés sur le continent. Pour le cas de l'Afrique, il se dégage une forte concentration de régimes qualifiés d'autoritaires, soit 26 sur un total de 50. 15 pays sont considérés comme hybrides, à mi-chemin entre autoritarisme et démocratie, tandis que 8 sont classés dans la catégorie de démocratie imparfaite. Seule l'île Maurice, qui trône au sommet de ce classement continental, figure parmi les démocraties parfaites de la planète. Un classement qui compte également 3 pays du continent parmi les 5 dernières nations. Bon à savoir, le classement conçu sur la base d'un indice de 10 points s'appuie sur un fichier d'enquête de 60 questions. Des questions relatives à la qualité du processus électoral, les libertés individuelles et collectives, la culture politique, mais également la gouvernance et la sécurité dans le pays concerné. Parlons à présent du lancement du budget d'investissement public ce jour au Cameroun avec le lancement officiel qui a eu lieu à Bertoua. Nous y reviendrons le temps de parler de la crise sociopolitique et sécuritaire qui est donc une entrave à l'exécution de ce budget d'investissement public dans la région du Sud-Ouest pour cette année 2019. Le budget connaît une baisse drastique. Il passe de 19 milliards en 2018 à 14 milliards cette année. Les acteurs impliqués dans la chaîne d'exécution pointent un doigt accusateur sur l'insécurité, le Sud-Ouest qui garde espoir pour relever le taux d'exécution cette année. Inès Daniel Ondouambala. Le budget d'investissement public cette année 2019 connaît une baisse dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Les opérateurs économiques doivent arrêter d'observer les soi-disant villes mortes. Tant que les activités économiques ne reprendront pas comme cela a été le cas il y a 3 ans, 4 ans,
on aura des problèmes pour exécuter le budget de l'État. Évitons les phénomènes de corruption. Que les magistrats municipaux recouvrent effectivement leurs taxes. Les perturbations sociopolitiques et sécuritaires qui secouent la région du Sud-Ouest depuis 2 ans sont un frein à l'exécution du budget d'investissement public. L'ennemi numéro 1 ici est l'insécurité. Nous avons des départements où l'exécution du budget est impossible. On ne peut pas travailler dans des conditions de guerre. Et quelles sont les stratégies à soi pour que le budget soit exécuté de manière efficiente et efficace? Donner les marges aux gens qui ont les moyens et la compétence et l'honnêteté pour pouvoir réaliser ces budgets. Dans la région du Sud-Ouest, plusieurs chantiers sont abandonnés, difficile ou presque impossible d'accéder dans certains départements. Ajoutez à cela la lenteur administrative, les faibles taux d'engagement et les dessous de table. Les problèmes sécuritaires qui n'ont pas permis à ce que les projets, n'est-ce pas, lancés sur le terrain soient effectivement exécutés. Voilà notre mission sur le terrain, n'est-ce pas, c'est d'accompagner toutes les parties prenantes pour que cet aspect puisse être corrigé, pour que le budget de l'investissement puisse être exécuté à un taux satisfaisant. 14 milliards alloués à la région du Sud-Ouest en 2019 contre 19 milliards en 2018. Le Sud-Ouest espère relever le taux d'exécution du BIP. Et je vous le disais il y a quelques instants, le lancement officiel de l'exécution du budget 2019 au Cameroun a eu lieu ce jour donc à Bertois, une cérémonie présidée par le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux, et au vu de l'enveloppe globale du budget national cette année qui plafonne à plus de 4 805 milliards de francs CFA, le ministre a invité les uns et les autres à une discipline budgétaire. Il est à noter que la région de l'Est dispose d'une bonne part à hauteur de plus de 39 milliards de francs CFA. Le compte rendu de Junior Ossin et Kizito Koumaï. Budget 2019 au Cameroun. La ville de Bertois, dans la région de l'Est, accueille le lancement officiel. Et en bonne place, Louis-Paul Motazeux, ministre des Finances, venu officiellement présider ce lancement, essentiellement centré sur l'exécution du budget 2019. Nous avons voulu descendre sur le terrain et venir faire cette réunion ici à l'Est. Cela nous permet, c'est vrai, de parler des grandes orientations du budget, tel qu'il a été voté et promulgué par le chef de l'État, mais aussi les particularités de la région de l'Est. 4 805,5 milliards de francs CFA est l'enveloppe globale du budget 2019 au Cameroun. Une hausse de 161 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances rectificative de juin dernier. La région de l'Est empoche une enveloppe de 39 532 480 000 francs CFA, d'où l'exigence d'une discipline budgétaire pour mieux gérer cet argent. Mais dans le même temps, nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international, donc il serait bon que les uns et les autres soient au courant de tout ça et adaptent donc leur façon de faire aux exigences de la situation. C'est pour ça que nous avons fait un appel assez long sur ce que nous appelons la discipline budgétaire. Je sais que ce budget est un budget qui consacre la volonté du chef de l'État, compte tenu de ce qui se dit et ce qui est prévu. Ça veut dire que le budget prévoit beaucoup de bonnes choses pour les collectivités décentralisées. En facilitant aussi l'action des prestataires pour une meilleure exécution du BIP. On a quelques problèmes quand même. On va rencontrer le ministre demain pour en parler. Par exemple, les problèmes de paiement. Cette réunion qui va se poursuivre dans les prochaines heures permettra au ministre d'insister sur le rôle de chaque acteur pour le bien des populations. Ce jeudi 10 janvier marque le 4e jour de rentrée de classe pour le compte du 2e trimestre au Cameroun. Pourtant, tout porte à croire que le département du Mbuyi, dans la région du nord-ouest Cameroun, s'achemine encore vers une année blanche. Aucune présence humaine dans les écoles et campus qui se dégradent au fil du temps. Rien jusqu'ici ne présage un éventuel retour à l'école pour de nombreux enfants. L'ambiance de la rentrée scolaire à Mbuyi, rapportée par Alain-Michel Yana et Emmanuel Bivika. L'éducation, dit-on, est la clé du succès. Un succès que ne connaîtront peut-être jamais les enfants du département de Mbuyi, victimes impuissantes de la crise sociopolitique qui perdure. Les écoles et campus sont devenus un repère d'animaux. La broussaille et d'autres formes d'immondices se sont substituées à la présence humaine. Impossible de se mouvoir, car le danger est permanent
Il est important de mentionner que depuis le début de la crise, la localité de Buy a enregistré d'énormes pertes matérielles et en vies humaines. La situation a empiré dans les derniers mois de l'année 2018. Dès septembre, les personnes en charge de l'éducation ont toutes été chassées des bureaux, y compris dans les délégations, jusqu'à ce que la crise sécuritaire dans les régions du Nord et du Sud-Ouest soit inscrite dans les oubliettes. La liste des victimes collatérales continuera de s'allonger. Le plus lourd tribut, selon plusieurs analystes, sera malheureusement payé par les plus jeunes, dont l'avenir est d'ores et déjà hypothéqué. La suite de notre série sur l'incivisme des populations au Cameroun et à Douala en particulier. Ce soir, nous nous intéressons aux ordures ménagères qui se posent comme une équation difficile à résoudre. Un tour dans l'arrondissement de Douala 1er, les ordures sur la chaussée se retrouvent à tous les coins des rues. Les bacs à ordures sont quasi inexistants, une situation difficile pour les habitants qui se plaignent de moustiques et même des rats. La gestion des ordures ménagères reste justement une équation difficile à résoudre dans la ville de Douala malgré le déploiement parfois constant des autorités. Adjama Ramou et Guy Fotsou. En plein cœur du centre commercial Aqua à Douala, à la rue d'Aubel 1416, l'insalubrité est insupportable. Les ordures occupent la moitié de la route, les caniveaux sont débordés. Sur le trottoir devenu indistinguable de la chaussée, l'eau stagne, les têtards s'épanouissent. C'est déjà très insalubre, très insalubre. Et du coup, il y a les moustiques, il y a tout, les gens sont toujours malades, le palu et tout. Et vous voyez comment il y a les mouches qui passent par. Heureusement que là maintenant, vous êtes venus en pleine. C'est la journée, vous voyez. Donc la nuit, imaginez ce que il y a les rats, il y a tout. C'est pas propre. Avenue King Aqua 1401. Aucun bac à ordures n'est visible dans les alentours. Il n'y a pas d'endroit où on peut déverser les ordures si ce n'est que dans les bacs à ordures. Bon, puisque ici c'est un quartier administratif, je peux le dire comme ça. Bon, il nous faut les bacs à ordures. Même ce n'est que les moyens là, ça va nous aider aussi. À l'avenue Commandant Fuller, le petit bac est débordé et le surplus est étalé sur la chaussée. Au boulevard de la Liberté, un dépotoir de carton d'un autre genre côtoie les murs. Il est inadmissible que le bac à ordures est là. Certaines personnes jettent la poubelle auprès du bac à ordures, alors que le bac à ordures est vide. Et certaines personnes prétendent dire que non. Ils ont comme est là pour faire le travail. Au lieu dit ancienne 3e, la chaussée n'est pas seulement envahie par les commerces et les stationnements anarchiques, mais aussi par ces deux amas d'ordures qui révèlent que le ramassage ne s'est pas fait ici depuis quelques jours. Il faudrait que les gens comprennent que l'État a sa responsabilité. Nous-mêmes en tant que citoyens, nous avons notre responsabilité. Et c'est la fusion de tout cela qui peut permettre que la ville de Douala soit une ville salubre. À la rue Prince de Galles, le grand bac à ordures a disparu, laissant place à une interdiction formelle pour dissuader les contrevenants. Un vigile et un chien de garde veillent tous les jours, 24 heures sur 24. Demain, dans la suite de notre série sur l'incivisme des populations à Douala, mais à l'instant, on se rend à Yaoundé pour retrouver Alain Ghislain Kanga et vous nous donnez les dernières nouvelles du tribunal militaire où comparaissait ce jour Sissi Kouayouk Tabé et compagnie. Bonsoir Alain Ghislain. Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Effectivement, Julius Ayoub Tabé et 9 autres co-accusés signent et persistent. Ils ne sont pas camerounais. Ils se présentent comme citoyens de la République virtuelle d'Ambazonie devant le tribunal militaire. Depuis cet après-midi, les débats préliminaires entre la Cour et les avocats se poursuivent jusqu'à présent. L'audience prévue à 13h a finalement commencé à 14h55. Le collège des avocats de la défense est agrandi avec l'arrivée de quelques avocats nigériens. Maître Tchakounte, le bâtonnier présent à l'audience, a signalé avoir donné l'autorisation à 4 avocats du barreau pour défendre 2 de leurs confrères parmi les accusés. Sur les particularités de cette autre audience en cours, je vous propose d'écouter Maître Christophe Arndon, l'un des avocats de la défense, au micro d'Arnaud Guéfac. Lors de l'identification, les prévenus ont dit qu'ils sont les Southern Cameroonian Ambazonians, résidant au Nigeria,
dans différentes villes là-bas. Là où ils ont été arrêtés, ils n'étaient plus camerounais parce qu'ils avaient le statut de réfugiés. Donc, les avocats de la défense de ces accusés ont soulevé donc, cet aspect dans le code de la nationalité camerounaise qui dit dans son article 41 qu'on ne peut pas, d'ailleurs même si cette question est soulevée, d'office, le tribunal devait se prononcer parce que la loi l'a dit quoi? Qu'on doit amener tous ces gens qui ont renoncé à les nationalités et aller être jugés par un tribunal civil de lieu de l'arrestation et ou les résidences. Voilà le débat qui se passe maintenant à l'audience. L'accusation a démontré tous les instruments nationaux et internationaux qui donnent le droit à ces personnes de ne pas être jugées ici au Cameroun. Quittons le tribunal et allons à la découverte d'une école construite par les parents d'école. Créée en 2012, l'école publique de Mbappé-Montagne tient encore debout grâce à ces derniers. Faite en matériaux de briques de terre, les élèves y sont comme des poissons dans l'eau. On voit ça avec Delphine Fonkotene et Espoir Alice Baya. Morceau de bois à l'épaule droite, cartable dans la main gauche, le petit garçon fait ici son arrivée à l'école. L'école publique de Pabé-Montagne, située dans l'arrondissement de Konyambeta, dans le bas Ménoubou, région du centre. Créée en 2012, cette école construite aujourd'hui en briques de terre est le fruit des efforts conjugués des parents d'élèves. Nous étions déjà sur les nattes, nous sommes partis des nattes pour éviter ça de casse en tôle. Ceci grâce uniquement aux efforts des parents qui ont tout fait pour que cette école ne meure pas. C'est pour cette raison que vous pouvez voir que nous avons déjà 3 salles de classe en tôle. Et si vous avez pu voir les tables bancs qui sont là, c'est grâce à mes efforts, à mes relations qui m'ont permis d'avoir les tables bancs sur lesquelles les enfants sont assis pour leur donner le minimum pour leur apprentissage. Un bâtiment de 3 salles de classe regroupant chacune 2 niveaux d'études différents. Le chantier de ce temple du savoir avance à petits pas. L'école publique de Pabé-Montagne, c'est 65 élèves pour 2 enseignants, affectés ici par le ministre des Enseignements secondaires. Que l'État puisse faire quelque chose pour nous accompagner à ce que nous menions dans les meilleures conditions, comme tous les autres, notre activité d'enseignant dans cette école. Parce qu'il n'y a pas de petite école, ce n'est pas parce que nous sommes en brousse que l'État doit nous oublier. En attendant à voir mieux, ces élèves se plaisent d'aller à l'école publique de Pabé-Montagne, chaussés de chaussures de fortune pour acquérir le savoir. Les jours s'écoulent, mais les Camerounais ne le ressentent pas. Le mois de janvier est interminable. La janviose siège dans les poches des citoyens et le manque d'argent est décrié. Les Camerounais n'arrêtent pas de se plaindre. Reportage de Karel Mezatatuya et Bertrand Chassé. Gare routière du lieu-dit Carrefour Messassi à Yaoundé ce 9 janvier. Le convoyeur tourne en rond. Les clients se font de plus en plus rares. Et les transporteurs, comme on les appelle ici, rasent les murs. C'est la galère ici. Vous pouvez voir les véhicules qui sont garés là, c'est pas facile. Les clients ne viennent pas, nous sommes comme ça. C'est ainsi depuis le début de ce mois. Ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Les populations, après avoir mis le paquet en termes de dépenses pour donner une belle coloration aux fêtes de fin d'année, tirent le diable par la queue. Les mots de poche dictent leur loi. Et la janviose, expression populaire de chez nous, affecte tout le monde ou presque. Regardez les jeunes là, on ne voit rien. Conséquence, tous les secteurs d'activité tournent au ralenti. Le chiffre d'affaires des conducteurs de mototaxi, par exemple, est en baisse, même si ces derniers gardent la positive attitude. C'est très difficile, mais il faut savoir se battre dans la vie. Il est bien vrai que c'est pas facile, bon. On essaie de forcer. Dans nos marchés aussi, pratiquement tous les produits attendent de clients. Et quand bien même ils arrivent, le problème de petite monnaie se pose et freine leurs activités. Le temps est devenu un peu dur et ce qui nous menace encore plus, on doit voir le problème des petites monnaies qui nous menacent au marché. Ça nous cause encore trop de problèmes. Le véritable problème même c'est les pièces.
On ne trouve pas le client qu'on trouve, il n'y a pas de monnaie. Le client s'en va. Au pays va mal, très mal. On veut les pièces, il n'y a même pas les pièces au marché. On va faire comment? Vraiment, ça ne nous laisse pas. Tous ont hâte de tourner le dos au mois de janvier et embrasser celui de février. Car, selon eux, c'est à ce moment qu'ils vont retrouver le sourire. Après le chef de l'État, hier, les vœux au président du Sénat se sont tenus ce matin ici à Yaoundé. Marcel Nyat-Difendi recevait alors la bonne année au cours d'une courte cérémonie suivie par nos reporters Ghislain Pierissonneau et Lungvando. Cadre de cérémonie, l'hôtel particulier du président du Sénat. Une rupture avec la pratique sur le territoire du palais de congrès. Mais cela n'a rien enlevé au rituel qui court depuis 6 ans maintenant. Membres du bureau du Sénat, sénateurs et autres collaborateurs se sont donné rendez-vous en ces lieux pour surtout émettre le vœu de longévité à Marcel Nyat-Difendi. Le secrétaire général de la Chambre haute du Parlement camerounais, dressant le bilan, a dit tout au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Michel Mevameboutou fera savoir que les textes régissant le Sénat ont été bien assimilés par ses collaborateurs dans la perspective de la construction du siège du Sénat. Le président du Sénat, quant à lui et son épouse, ont surtout prêté une oreille attentive quand est venu le moment d'évoquer les défis dont celui de la maîtrise des dossiers n'est pas le moindre. Et dans la mouvance des vœux, le Conseil constitutionnel juge son bilan satisfaisant après 8 mois seulement d'activité. Les membres et le personnel de l'institution présentaient ce jour les vœux de Nouvel An à son président. Une séance suivie par Arnaud Guéfac et Constant Kamga. À tour de rôle, des face-à-face président personnel, des poignées de main successives, sobriété au caractère des acteurs, des moments de présentation des vœux de Nouvel An, une première pour le Conseil constitutionnel, richement honoré dans sa salle d'audience au Palais des Congrès de Yaoundé. Au nom du personnel, le secrétaire général passe 8 mois d'activité au scanner et émet le vœu pour l'institution d'asseoir toute son autonomie. L'institution n'ayant pas encore son immeuble de siège, tout en remerciant les pouvoirs publics de la méthode budgétaire allouée au Conseil constitutionnel pour le compte de l'année 2019, il y a lieu d'en constater la modicité. Le Conseil constitutionnel reste cependant dans l'espoir de son amélioration pour le parachèvement de la mise en place de cette haute institution de l'État. Le président Clément Atangana saisit la perche et salue la merveilleuse collaboration qui a fait de la conduite des contentieux électoraux un succès historique, portant encore à son coup d'essai. Le bilan si élogieux que vous avez dressé est loin d'être un bilan annuel, puisque, comme vous l'avez souligné, nous n'avons démarré au mois de mars 2018. Pour cette circonstance, la présentation des vœux est une exclusivité du personnel. Les invités spéciaux, restez spectateurs, car ici, tout autre vœu est déclaré irrecevable. Suivez mon regard. En sport, football, les Lions Indomptables ont fait un don d'équipement pour leur jeune sœur de l'Académie nationale de football. Ce jour ici à Yaoundé, objectif, les encourager à s'impliquer à leur passion qui peut-être fera d'elles des futures marques nationales. Raksha Basek-Yetna et Francis Kepnan. Bar, plots, maillots, ballons et autres font partie de l'arrivage flambant neuf que les Lions Indomptables ont offert à l'Académie nationale de football du Cameroun ce jour. Cadeau inestimable qui remplit le directeur général de l'Académie, Karl Enongachu, des mois. Aux Lions, nous disons merci pour votre venue. Les enfants étaient contents. Hommes des médias témoins, Aboudi Ongene, Raïssa Fedjeu, Chouta Djara, Augustine Edjongé, Idi Sonken et Gaëlenga Namuit sont plus que motivés à hisser plus haut le football féminin. Nous avons tenu à remettre les dons à nos petites sœurs pour pouvoir les accompagner dans ce qu'elles ont choisi de faire, qui était l'école et le football. Et nous savons qu'elles en feront très bon usage. En plus du coffret cadeau du jour, les stars du ballon rond font vœu de présence indéfectible auprès de ces jeunes.
nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous disons juste que, quel qu'en soit ce qu'il y a, nous les Lions, nous sommes là. Pour Karl Enongachu, ce geste des Lions est révélateur et renvoie à des perspectives luisantes pour l'ANAFOOT d'une part et le football féminin d'autre part. Avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, nous sommes fixés de dessus, nous avons dit d'ici 6 ans, il faudra qu'on puisse avoir des joueuses autant talentueuses que leurs grandes sœurs. Et nous pensons que nous sommes capables. Le football féminin s'invite dans l'Académie nationale de football, mais s'inscrit aussi dans le centre académique football des rails que vient de fonder Gaël Nganamuit. On le dira comme quoi, c'est un petit pas pour la femme, mais un grand pas pour le football féminin national. On reste en football et on parle à présent de New Star de Douala qui joue gros en Coupe de la CAF. Michael Tipkio. Effectivement, New Star de Douala engagé au championnat national de Ligue 1 et qui joue également la Coupe de la Confédération africaine de football ouvre notre série ce soir sur le dossier consacré aux clubs qui se préparent pour l'ouverture du championnat national de Ligue 1. L'un des clubs, effectivement, vous l'avez dit, c'est New Star de Douala, les plus sollicités cette saison 2018-2019 selon le double sur le double front, effectivement, de la Coupe de la CAF et du championnat local. Le doyen des coachs en activité plutôt au championnat du Cameroun se prépare pour briguer justement le signe indien lors du prochain championnat. Aimé Moukoko nous revient sur la préparation de New Star de Douala. Les nouvelles étoiles de Douala veulent mieux faire que briller cette saison. 4e au classement final en Elite One 2017-2018. Au bout d'un parcours tumultueux, le club de Fostem Domke aborde une phase décisive de la Coupe de la CAF après avoir hérité de la place de Bamboutos sanctionné sur le papier. C'est ici, sur ce modeste terrain de football de l'école publique de Deido à Douala, que Gérard Mbimi, le coach principal et son staff, peaufinent ses bases tactiques pour le double enjeu du match de ce week-end et la préparation de la saison 2018-2019 du championnat national du Cameroun. Côté joueurs, on reste serein et concentré malgré le manque de compétition dans les jambes. L'effectif se porte bien, on a une bonne ambiance. On s'entraîne pour justement aller face à cette équipe du Kenya pour apporter un point là-bas à l'extérieur parce qu'on sait que ce ne sera pas facile. C'est vrai qu'on prépare le match pour dimanche. Donc on doit essayer d'appliquer ce que les dirigeants nous demandent pour chercher un résultat au Kenya. Ici à New Star, j'ai rencontré certains de mes anciens coéquipiers et je pense que si on se met convenablement au travail, on va pouvoir, pourquoi pas, titiller le haut du classement. De passage au Cameroun, on note la présence de Kouo Billet, ex-métronome de New Star et deuxième meilleur buteur de la saison dernière, aujourd'hui professionnel au Maroc. Il ne manque pas de courir avec ses amis et de les motiver. Parce que c'est pas facile, surtout de jouer avec les équipes inconnues, surtout comme ils ont fait en Tunisie. Et ils ont pu revenir avec un score positif. C'est une équipe reconstituée de New Star qui va rentrer en scène, déjà est lancée pour cette nouvelle saison. Et puis avant d'arriver à l'étranger, notons que New Star de Douala se déplace donc demain pour un match de cette coupe de la Confédération africaine de football. Demain pour le Kenya qui joue contre le club Gor Mahia. Son départ est prévu donc demain vendredi, pendant que Coton Sport de Garoua lui recevra dimanche à Yaoundé Ashanti Kotoko du Ghana. À l'étranger, la situation reste un tout petit peu confuse jusqu'à ce soir en République démocratique du Congo après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle très tôt ce matin par la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats qui font de Félix Tshisekedi le vainqueur de l'élection présidentielle. Des contestations sont immédiatement nées de Martin Fayoulou qui rejette les résultats de cette élection. En plus, la CENCO, la Commission nationale épiscopale du Congo-Brazzaville, qui rejette également les résultats de cette élection présidentielle. La France également s'y est menée. Je vous propose de revivre le film de la proclamation de ces résultats depuis ce matin jusqu'à 7 h avec nos confrères de la BBC. Il est 3 h du matin. Après une longue attente, le président de la commission électorale annonce le résultat de l'élection présidentielle. Ayant obtenu 7 51
13 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, est proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Chez les partisans de l'UDPS à Kinshasa, on laisse éclater sa joie de la victoire de celui qu'il surnomme Fachi. Est élu président de la République. Nous devons saluer la simplicité, la modestie et l'humilité. Vita Kamere, Félix Tshisekedi, le ticket gagnant. Fachi vite. Fachi peuple. Fachi le voici, Félix Tshisekedi embrasse les membres de sa campagne et rend hommage au président sortant Joseph Kabila. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Au siège de campagne de Martin Fayoulou, l'ambiance est glaciale. Le candidat battu dénonce un putsch électoral. Nous rejetons catégoriquement le résultat publié par M. Nanga. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, particulièrement à la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et à l'Église du Christ au Congo, ECC, à travers vos observations historiques, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. La loi lui donne 10 jours pour contester les résultats en justice. Nous prenons acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. C'est donc ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci à vous d'avoir suivi. Je souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. Retrouvez demain Vanessa Melakamdem pour les éditions du week-end. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lundi lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir. Canal.